je suis très heureux de vous retrouver et également de retrouver Christian Macarian, qui est un invité fidèle de cette émission. Christian Macarian, qui est maintenant éditorialiste à Radio Notre-Dame. Bravo pour cette promotion, Merci. pour cette nouvelle nomination. Et nous sommes très heureux de vous voir parce qu'aujourd'hui, la situation est extrêmement complexe dans un pays que vous connaissez bien, c'est l'Afghanistan. Alors on peut peut-être dire un mot de ce qui se passe à l'aéroport de Kaboul, mais là c'est une situation très fluide dont on ne sait pas exactement comment elle va se terminer, donc peut-être qu'on ne va pas s'attarder là-dessus, mais disons-en quand même un mot. On lit partout, évidemment, que c'est un échec, que les États-Unis se sont déconsidérés sur la scène internationale pour ne pas avoir réussi à organiser leur départ dans une façon convenable. Je ne pense pas d'ailleurs que dans l'histoire, il y ait eu de ce genre de départ qui était partout bien organisé. Je me souviens personnellement du départ des Français d'Algérie, ça n'a pas été la gloire non plus. Donc, faut-il critiquer, monsieur le président Biden ? Tout ce qu'on peut dire, c'est que c'est la première grande crise internationale qu'affronte Joe Biden et qu'elle est pour lui, à ce jour, un échec. Un échec total pour les États-Unis. Est-ce qu'il a anticipé cet échec ? À l'évidence, non. Ce qu'on peut dire pour éviter de répéter tout ce que vous avez vous-même dénoncé, cher Bernard, c'est qu'effectivement, il y a une impréparation complète. Et je résumerai tout le débat à travers cette formule, si vous permettez. Les Américains avaient prévu que le régime du président Ashraf Ghani resterait en place jusqu'à ce qu'il parte. Or, c'est l'inverse qui s'est passé. C'est l'inverse qui s'est produit. Le régime est tombé et les départs des Américains continuent. Donc là, de ce point de vue-là, il y a un échec américain, une inversion du calendrier. Ils avaient vraiment prévu qu'un régime, même fantoche comme celui de Ghani, même menacé comme celui de Ghani, aurait pu tenir jusqu'au 31 août, date du retrait promis aux talibans. Or, il s'est effondré dès le 15 août. En quelques heures, le président Ghani est parti. Et les Américains font face à une cohue absolument dramatique. Ça n'était pas prévu ni organisé. Là, de ce point de vue-là, c'est assez tragique pour, évidemment, le peuple afghan en premier lieu, mais aussi pour la puissance américaine, parce que la Chine et la Russie observent cette impréparation du plus près et vont en tirer sûrement des leçons. Cela dit, vous avez raison, non seulement le retrait d'Algérie s'est fait dans des conditions catastrophiques, mais celui du Vietnam aussi n'a pas amorcé le déclin de l'Amérique, puisque après le retrait piteux des Américains de Saïgon, il y a eu encore des décennies de montée de la puissance américaine jusqu'à l'hyperpuissance américaine des années 90, et qu'il serait vraiment abusif de tirer de l'échec afghan une leçon générale sur le déclin de l'Amérique. Au fond, l'Amérique a choisi ses territoires d'excellence et le Moyen-Orient n'en fait plus du tout partie. Mais alors, le Moyen-Orient n'en fait plus partie, mais est-ce qu'ils sont partis vraiment comme ils le voulaient ? C'est-à-dire que, ou plutôt je vais reformuler ma phrase d'une autre façon, pouvaient-ils partir d'une autre façon, sachant que finalement ce sont leurs alliés afghans qui leur ont fait faux bond au dernier moment ? Oui, mais en février 2020, donc l'an dernier, les Américains, après de très longues tractations avec les talibans, ont signé un accord à Doha. Et Trump, parce que Trump était pressé d'en finir avec les déplacements des troupes américaines à travers tout le Moyen-Orient, et que cette vieille idée qui remonte aux années Clinton et à Madeleine Albright, selon laquelle l'Amérique est la nation indispensable entre guillemets, c'était la formule de Madeleine Albright, reprise d'ailleurs par John Kerry, un de ses successeurs, eh bien que cette idée n'est plus la bonne. Biden l'a très bien dit, nous étions allés là-bas en 2001 pour combattre le terrorisme. Ben Laden a été éliminé, nous n'avons plus de raison d'être là. Et de ce point de vue-là, il n'y a pas de différence entre Trump et Biden. Sur le sujet du retrait américain, il y a un consensus des élites et de l'opinion publique qui ne veut plus voir des corps de victimes de militaires américains revenir sur le sol national avec des cérémonies funéraires. L'Amérique
doit absolument recibler ses objectifs. C'est là où il y a vraiment un énorme défi. C'est que la plupart des think tanks américains le disent, il n'y a pas de pensée stratégique. Alors qu'on voit bien la pensée stratégique chinoise. C'est de bâtir ces routes de la soie, notamment une qui pourrait traverser l'Afghanistan et le Pakistan. Le Pakistan qui est un allié de la Chine aussi. Donc il y a là beaucoup de facteurs de déstabilisation qui font quelque part du mandat de la présidence de Joe Biden une présidence intermédiaire. Il faut repenser l'Amérique et son positionnement dans le monde. Sous quelle forme? Sûrement pas celle héritée du passé. C'est ça que veut dire le retrait d'Afghanistan comme le retrait d'Irak. Ça avait commencé sous Obama, ça a été poursuivi par Trump et prolongé par Biden. Là, il y a une continuité. Mais ce n'est pas pour autant que l'Amérique a défini ses objectifs. Je vous donne la lecture de la Chine, par exemple. Voyant comment les Américains sont piteusement partis, et c'est d'ailleurs pas du tout terminé, d'Afghanistan, voyant qu'ils n'arrivent même pas à tenir la date du 31 août pour leur retrait complet, eh bien, les Chinois lisent cela comme une opportunité fantastique, et la lecture chinoise, c'est de se dire, l'Amérique soutient à fond Taïwan, si un jour, nous, la Chine populaire, nous emparons de Taïwan, eh bien, les Américains ne la défendront pas plus qu'ils ont défendu l'Afghanistan. Je ne suis pas sûr que la lecture chinoise soit bonne. Je pense même qu'elle n'est pas bonne du tout. Mais néanmoins, c'est celle qu'ils ont tendance à faire. On pourrait peut-être revenir un peu en arrière. Pourquoi cet Afghanistan concentre autant l'attention des grandes puissances? Revenons même au XVIIIe siècle, au XIXe siècle. Alors, pour une raison fondamentale, c'est que c'est un État tampon entre deux zones d'influence au XIXe siècle tout à fait majeures. À partir de la décennie 1860, l'Empire russe, sous l'impulsion notamment du tsar Alexandre II, a conquis les républiques d'Asie centrale, qui étaient là dans des systèmes intermédiaires sans vraie suzeraineté. Bon, le suzerain russe s'est imposé sur l'Ouzbékistan, le Turkménistan, le Tadjikistan, le Kirghizistan et le Kazakhstan, bien sûr, en se taillant un énorme empire. Mais ça a fait descendre la Russie vers le sud. Or, en allant vers le sud, on arrive très vite à l'empire des Indes britanniques, qui à l'époque incorporait le Pakistan, qui n'existait pas, et qu'on appelait l'empire des Indes. Donc, entre cette descente russe vers l'Asie centrale et cette montée britannique vers le Cachemire et l'Himalaya, il y avait un État tampon, et les Britanniques ont beaucoup œuvré pour qu'il n'y ait pas de point de contact entre l'Empire russe et l'Empire britannique, et que cet État tampon, l'Afghanistan, serve de zone de séparation afin qu'il y ait en quelque sorte un sas de sécurité pour les Britanniques qui empêche les Russes de descendre plus au sud. Et les Britanniques ont énormément œuvré pour la création de cet État qui est l'Afghanistan. Ça se voit sur la carte, parce que c'est à peu près une masse homogène, l'Afghanistan, sauf une pointe à l'est, très étroite, comme une sorte d'appendice qui sépare précisément le Tadjikistan du Pakistan, et en tout cas de l'Afghanistan et du Pakistan. Et cette bande très étroite fait que l'Afghanistan a une frontière d'à peu près 80-90 km avec la Chine. Et tout cela a été pensé, composé de façon artificielle. Sauf qu'à l'intérieur de cet Afghanistan-là, il y a des peuples et des ethnies. Au sud, une ethnie dominante qui représente 40% de la population, qu'on appelle les Pashtuns, qui ont donné aujourd'hui les talibans. Les talibans sont très essentiellement d'origine Pashtun. Et au nord, des Ouzbeks, des Turkmènes, des Tadjiks, et puis au milieu des Hazaras, qui sont en plus chiites. On imagine comment les talibans peuvent haïr les chiites, puisque les talibans sont une sorte d'exaltation totalement déformée du sunnisme. Il y a donc toute une série d'antagonismes qui produisent aujourd'hui la résistance de la vallée du Panjshir, où Ahmad Massoud, le fils
de Ahmed Shah Massoud, le fameux commandant Massoud, le lion du Panjshir, avait organisé une sorte de résistance inexpugnable. Les talibans, à l'époque, entre 1996 et 2001, n'ont jamais réussi à chasser le commandant Massoud jusqu'à ce qu'il soit assassiné 2 jours avant le 11 septembre 2001. Le fils Massoud, aujourd'hui, reprend la même force symbolique et essaie de transformer la vallée du Panjshir en véritable fortin qui empêcherait les talibans à Kaboul d'accéder au nord du pays. On donne peu de chance à Massoud, au fils Massoud, mais néanmoins, il faut observer que ça contribue à une forme de résistance. C'est la seule et dernière résistance aux talibans et à leur contrôle à peu près total du reste du pays. Cet Afghanistan-là est resté donc un enjeu essentiel, d'autant plus que Al-Qaïda et Ben Laden y avaient trouvé refuge à l'époque. Mais il y a une absurdité dans l'opération américaine de 2001, qui a entraîné d'ailleurs les alliés de l'OTAN européens, les Allemands, les Français et surtout les Britanniques, mais aussi beaucoup d'autres pays. On oublie, mais il y a beaucoup d'autres pays, y compris des pays musulmans d'ailleurs, qui faisaient partie de cette coalition. Eh bien, il y a une absurdité, c'est qu'on est allé là-bas avec les Américains, nous autres Européens, pour combattre le terrorisme. Mais sitôt que Ben Laden a été liquidé en 2011, pas en Afghanistan, mais au Pakistan voisin, il n'y avait plus aucune raison d'être là-bas. Ouais. C'est là que l'Amérique a inventé un deuxième concept assez improvisé, le fameux nation building, construire une nation, faire de l'Afghanistan un pays démocratique qui serve d'exemple aux autres pays de la région. Et là, de ce point de vue-là, c'est un échec total. Et l'échec total dû à l'ignorance de la géographie, de la religion, de l'histoire. Absolument. Comme on vient de l'évoquer, c'est la géographie qui a triomphé de l'hubris de l'hyperpuissance américaine. La géographie et la composition mosaïque de ce pays truffé d'ethnies qui coexistaient entre elles à travers une petite économie montagnarde, mais qui, évidemment, confrontée au monde moderne, se trouve déchirée entre les grandes puissances et leurs appétits. Et alors, ce qui est intéressant aussi, en dehors de la géographie, c'est de réfléchir à ce qui va se passer demain ou après-demain, bien qu'on ne soit pas dans l'étude de la boule de cristal ici. Est-ce que les talibans vont pouvoir asseoir leur autorité? Vont-ils trouver de l'argent pour faire fonctionner le pays? Alors, ce qui a changé par rapport à 1996 et à la phase de sauvagerie et de barbarie absolue des talibans, du pouvoir taliban entre 1996 et 2001, où ils ont été expulsés du pays en 3 semaines par l'intervention américaine et européenne, eh bien, ce qui a changé, c'est 2 choses tout à fait essentielles. D'abord, les talibans sont partis en exil. La plupart d'entre eux, leur chef, par exemple le numéro 2, qui s'appelle l'imam Baradar, plutôt le mollah, pardon, la formulation exacte c'est le mollah Baradar, a vécu un exil au Pakistan. D'autres ont vécu un exil au Tadjikistan ou même en Iran. Donc, à l'extérieur, ces talibans se sont formés dans l'immigration, si j'ose dire, de façon différente à réfléchir à leurs échecs. Et ils ont conclu, justement, des alliances internationales. Les talibans de 1996 n'avaient à peu près personne pour eux. Les talibans de 2021 ont trouvé l'appui du Qatar. Derrière le Qatar, il y a aussi la Turquie et bien sûr le Pakistan. Et cet angle Turquie, Qatar, Pakistan fait que cette fois-ci, ça c'est le premier grand changement, les talibans ont un agenda international. Ils ont de l'argent du Qatar. Ils ont pu se procurer beaucoup d'armes grâce à cet argent, des armes modernes et plus sophistiquées que celles qu'on leur a connues à la fin des années 90. Le deuxième grand changement, c'est qu'ils sont préoccupés de communication. Parce que justement, les États que je viens de citer et qui les soutiennent de l'extérieur, leur ont enseigné qu'il fallait faire attention à ne pas faire peur aux Chinois, qui ont une minorité musulmane ou ouïghour qui ne doit pas être inquiétée, qu'il ne faut pas aller chatouiller les Tadjiks au Tadjikistan parce que ça va énerver Vladimir Poutine, qui est l'allié du pouvoir tadjik.
Donc, ces Les Pakistanais non plus. Les Pakistanais non plus n'ont pas intérêt, c'est encore virtuellement un pays qui est proche des États-Unis, qui achète encore beaucoup d'armes et de matériel aux États-Unis. Donc les talibans ont appris, contraints et forcés, qu'il ne fallait pas donner un coup de pied dans la fourmilière, si j'ose dire. Mais c'est que de la communication. Parce que entre leur visage à l'international et toutes les alliances qu'on vient de décrire, et l'agenda intérieur, qui est l'application de la charia, il y a une dichotomie gigantesque. Sur le plan intérieur, ce sont les mêmes barbares qui appliquent le même agenda et les mêmes règles qu'en 1996. Il s'agit de réduire les femmes en esclavage, d'empêcher les petites filles d'aller à l'école, il s'agit de pourchasser, de faire des listes de tous ceux qui, de près ou de loin, ont collaboré avec des Américains, des Allemands, des Français et des Britanniques, ne serait-ce qu'en étant interprètes. Tout cela sont ciblés. Et ils vont faire l'objet, il n'y a absolument aucun doute, d'une répression atroce. C'est pourquoi on assiste aux scènes de panique à l'aéroport de Kaboul, parce qu'il n'était pas nécessaire d'être un boucher ou un assassin pour être ciblé par les talibans. Il suffisait d'être standardiste dans une agence qui dépendait des États-Unis, y compris une ONG qui s'occupait de l'alimentation des enfants afghans. Même ça, c'est considéré comme suspect par les talibans. Toute cette petite bourgeoisie qui travaillait alentour des ONG. Et qui représentait la noblesse et l'ouverture de l'Afghanistan. Il y a par exemple un lycée français, tout le monde le connaît, le lycée Estéclal, qui a du personnel, des surveillants, des portiers, des petites gens, mais aussi des professeurs, des enseignants, et aussi des anciens élèves qui sont plus ou moins francophones, mais enfin qui ont été au contact de l'occidentalisation. Tous ceux-là sont considérés par les talibans comme des cibles. Et pourront-ils fuir ? Non. Parce que si les talibans ont décidé que le 31 de ce mois-ci, les négociations étaient finies et qu'il fallait que les Américains soient partis, ça va être pratiquement impossible. Ça sera impossible de sauver tout le monde, malheureusement. La répression frappera beaucoup des gens qui n'auront pas pu partir. Mais sur la date du 31 août, je pense que les talibans sont en train de faire un chantage. Ils savent très très bien, pour justement rendre les opérations d'évacuation encore plus difficiles, ils savent que les Américains ne peuvent pas tenir la date du 31 août. Là, ça arrive très rapidement. Donc il va falloir prolonger. Et le fait de mettre les Américains en porte-à-faux en disant à la communauté internationale, vous voyez, les États-Unis s'étaient engagés à s'en aller totalement le 31 août et ils sont toujours là, ça peut justifier une phase de répression encore plus dure. Les talibans diraient à ce moment-là, nous avions un accord sur le 31 août, au-delà du 31 août, nous ne répondons plus de rien. Mais ils ne vont pas attaquer les forces américaines quand même. Sûrement pas, mais ils peuvent procéder à une répression sur les populations afghanes qu'ils jugent indésirables, notamment les personnes dont on vient de parler, à partir de la date du 31 août, alors que dans l'accord conclu avec les Américains, les talibans s'étaient engagés quand même à respecter les autres ethnies, les différents partenaires, et à établir ce qu'ils osent appeler un gouvernement inclusif, entre guillemets. Oui. Inclusif, c'est-à-dire incluant les autres tribus. Mais on ne voit pas comment. Par exemple, les Hazaras, qui sont chiites, pourraient être invités à participer à un gouvernement avec les talibans. Ce qui fait la force aujourd'hui des talibans, il faut bien le reconnaître, c'est qu'ils ont mis dans ce dialogue sur le gouvernement inclusif les anciens chefs de guerre. Hamid Karzai ? Alors, et ils sont entrés en médiation avec cet homme respectable et à peu près respecté qui était l'ancien président Hamid Karzai. Mais ils ont aussi fait rentrer des chefs de guerre qui sont de véritables bouchers. Le fameux Gulbuddin Hekmatyar, oui, surnommé le boucher de Kaboul, qui a bombardé Kaboul et qui a procédé à des tueries atroces. Cet homme est en train de dialoguer, de discuter, de négocier avec les talibans pour avoir le maximum d'emprise et de privilèges, pour essayer de garder, puisqu'il a lui-même fondé un mouvement islamiste extrémiste,
il est en train d'essayer de garder ses positions. D'autres chefs de guerre aussi. Ce qui renvoie au seul cas de chef de guerre qui ne veut pas collaborer avec les talibans et qui s'appelle, encore une fois, Ahmad Massoud, le fils du commandant Massoud. Oui, mais alors comment les choses peuvent-elles maintenant évoluer? Parce que sur le plan formel, il n'y a pas de président afghan. Avec qui les Américains négocient-ils? Comment savent-ils quel est leur interlocuteur qui tiendra ses promesses? C'est aussi une des surprises de ces talibans Ouais. 2.0, si j'ose dire, de 2021, c'est qu'ils se sont dotés d'interlocuteurs structurés. Je n'ai pas dit présentables, mais structurés. Par exemple, le fameux Mollah Baradar, qui est allé discuter au Tadjikistan, qui a discuté avec les Chinois. Cet homme, et qui est établi majoritairement au Qatar, et qui va sûrement s'installer à Kaboul, cet homme est celui qui, un de tous ceux, qui dialogue avec les Américains de façon, encore une fois, relativement rationnelle et structurée. Les Américains ont, quelque part, engendré l'esprit de responsabilité chez les talibans depuis l'accord de Doha en février 2020, en prenant le parti, justement, de financer, si j'ose dire, leur retrait d'Afghanistan qu'ils voulaient réaliser dardard par des vagues promesses des talibans de respecter l'idée d'un gouvernement inclusif. Mais cette façon qu'ont eu les Américains de négocier sans aucune garantie de la part des talibans montre bien leur empressement à sortir du bourbier afghan. Et au passage, ils ont fait, les Américains, quelque chose de très choquant. Ils ont lâché purement et simplement l'ancien président Ashraf Ghani. C'est pour ça qu'il est parti en quelques heures. Parce que les talibans ont commencé les négociations qui se sont conclues à Doha en disant « Nous ne voulons pas que le gouvernement central de Kaboul fasse partie de la négociation ». Donc les Américains ont insisté, mais ils n'ont pas réussi à avoir gain de cause. Donc ils ont lâché le président Ghani. Et quelque part, ils ont fait le choix du système tout taliban parce qu'ils y étaient contraints et forcés. La seule chose qu'ont obtenue les Américains, c'est cette fameuse dénomination de gouvernement inclusif, qui est encore une fois particulièrement vague. Donc c'est pour ça qu'on parle de débâcle américaine. Parce que honnêtement, la façon dont les Américains se sortent d'Afghanistan ressemble à un système où on se lave les mains tout en ayant les mains très sales. Mais alors là, le problème, c'est que Biden va perdre la face s'il laisse sur le terrain de l'aéroport ou des aéroports des dizaines de milliers d'Afghans qui ont des papiers ou des qualités pour pouvoir partir. Il perdra la face de la nation morale, de ce que Madeleine Albright appelait la nation indispensable. Ça, il va la perdre. Et sinon, s'il reste pour ne pas perdre la face, il s'engage dans un conflit avec les talibans. Oui, et il ne va pas le faire. Donc je pense que c'est une troisième solution qui est sûrement dans l'esprit des Américains, c'est de dire, voilà, ce bourbier-là, les soviétiques, avec toute la puissance de l'armée rouge, ne s'en sont pas sortis. Nous, avec toute notre supériorité technologique, nous les Américains, nous ne nous en sommes pas sortis. Bienvenue aux Chinois, s'ils veulent mettre le pied là-dedans. Et aux Russes, qui prétendent encore jouer un petit rôle en soutien éventuel des Chinois. Les Américains pensent que l'affaire afghane est impossible à éclaircir et à débrouiller pour aucune puissance. Donc le fait qu'ils s'en retirent signale très clairement une nouvelle phase dans les relations internationales que les pays occidentaux vont sûrement être obligés de suivre. Sans concertation avec les Européens, les États-Unis ont décidé de cibler des points d'intérêt stratégique nouveaux, pas forcément nouveaux, mais essentiels, comme Taïwan, comme la mer de Chine méridionale, comme d'autres pays d'Asie, et en contrepartie de se retirer du vieux Moyen-Orient où les États-Unis, depuis 1918,
ont mis les pieds et sans s'en sortir et sans réussir à faire aboutir aucun des dossiers. Vous voulez dire qu'ils vont passer par pertes et profits, les milliers de personnes qui sont à l'aéroport de Kaboul? Très probablement, c'est d'ailleurs ce qui est en train de se passer. Il ne restera plus que de l'influence américaine, probablement Israël, et ces fameux accords d'Abraham, conclus par Donald Trump, qui ont permis, c'est quand même une avancée importante, de rapprocher Israël, l'Arabie Saoudite et les Émirats, et d'essayer de fabriquer un arc anti-iranien. Donc les États-Unis vont sûrement garder une obsession anti-iranienne en raison de la menace nucléaire, ça oui, une présence à travers Israël et les accords d'Abraham, ça oui, mais pour le reste, ce type de guerre comme l'est l'Afghanistan ne sera plus du tout le type d'engagement auquel les États-Unis procéderont dans cette deuxième partie du premier tiers du XXIe siècle. C'est quand même un endroit, cet aéroport de Kaboul, qu'il faudra surveiller dans les jours qui viennent. Et je pense que nous aurons l'occasion, Christian Macarian, vous êtes éditorialiste à Radio Notre-Dame, je vous remercie d'être venu. Donc, c'est moi qui vous remercie, je vous dis à bientôt pour tirer peut-être une conclusion, même provisoire, de la fin de cet engagement américain en Afghanistan. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir suivi cette émission.